Pour ce troisième café de l'INAS, nous avons la chance d'accueillir Dominique Lafontaine de l'Université de Liège. Nous allons aborder avec elle la question des évaluations externes internationales. Mais avant d'entamer la discussion, Dominique, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Liège, où j'enseigne, ou plus exactement enseigner, l'évaluation, l'éducation comparée. Et je suis toujours beaucoup impliquée dans les évaluations internationales, dont la plus connue est l'enquête PISA, à la fois au niveau international dans les groupes d'experts responsables de PISA depuis 2000 et au niveau de la communauté française, puisque c'est mon service de recherche, le service d'analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement qui met en œuvre l'enquête PISA, qui analyse les résultats et qui les communique vers le grand public et les responsables des politiques éducatives. Merci. Bien, parlons alors de ces évaluations internationales. Quelle est l'utilité pour les systèmes éducatifs de recourir à ces évaluations? Alors, l'utilité est multiple. Tout d'abord, je dirais que vraiment, se comparer à d'autres systèmes éducatifs est une étape importante. Nous avons participé à d'autres enquêtes internationales par le passé parce que quand on essaie d'évaluer la qualité d'un système éducatif, que ce soit ses performances ou l'ampleur des inégalités sociales, si on ne peut pas se comparer à d'autres systèmes éducatifs, c'est très difficile de dire si nous avons un système efficace, si nous avons un système équitable, sans sortir de nos frontières. Donc la comparaison avec d'autres, et il faut évidemment bien choisir les systèmes éducatifs avec lesquels on va se comparer de manière privilégiée, permet d'avoir une meilleure appréhension de la qualité de notre système comparativement à d'autres systèmes éducatifs. Ça, c'est très important, surtout la première fois qu'on participe à une évaluation internationale. Si on parle de l'enquête PISA, par exemple, elle est vraiment venue objectiver un phénomène qui était montré par d'autres recherches, qui était le caractère inéquitable de notre système éducatif, l'ampleur des inégalités sociales. Je crois qu'en communauté française de Belgique, on ne surestimait pas la valeur de notre système éducatif. On savait bien déjà avant de faire l'enquête PISA qu'on n'était pas parmi les systèmes éducatifs les plus performants du monde, mais d'autres systèmes éducatifs ont vraiment subi un réel choc lors de cette première évaluation PISA. Pour citer un cas particulier, celui de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne était franchement persuadée d'avoir un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, et l'évaluation PISA a montré que, somme toute, la qualité du système éducatif était relativement moyenne, les inégalités sociales étaient importantes. Et si je prends le cas de l'Allemagne, c'est parce qu'il est assez exemplaire. Donc, on a parlé en Allemagne du choc PISA, mais l'Allemagne a vraiment pris ces résultats très au sérieux et s'est lancée dans une réflexion profonde sur les causes de ce constat et comment améliorer la situation. Alors que, par exemple, pour prendre un autre grand pays voisin, la France a passé, j'entendais encore des experts français le dire hier, 10 ans à s'acharner à démontrer que le thermomètre PISA n'était pas le bon thermomètre et à être dans le déni pendant une dizaine d'années avant de sérieusement se mettre autour de la table et commencer à réfléchir à la manière d'améliorer le système éducatif français. Alors, s'agissant de notre système éducatif en particulier, dont on peut qualifier pour l'instant le fait qu'il est en chantier avec le Pacte pour l'enseignement d'excellence, comment ce type d'évaluation peut contribuer à alimenter la réflexion par rapport à la mise en œuvre de chantiers d'une ampleur considérable comme celui-là? Donc, quelle est la valeur ajoutée de ces grandes comparaisons, grandes enquêtes comparatives internationales par rapport à nos propres évaluations externes, qu'elles soient certificatives ou non certificatives? C'est qu'elles permettent, grâce à une méthodologie assez sophistiquée, de mesurer avec rigueur les progrès
des élèves ou l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs. Ce que nos évaluations externes, qui ont leur intérêt et leur spécificité et leur pertinence, ne permettent pas de faire. Donc, si on veut mesurer si le système éducatif évolue, que ce soit positivement ou négativement, si les inégalités sociales se réduisent ou s'accentuent, on a, dans l'état actuel de notre dispositif d'évaluation externe, absolument besoin des enquêtes internationales parce que ce sont les seules qui permettent de mesurer des progrès avec rigueur. Les évaluations certificatives de type CEB et CEAD ne permettent pas de mesurer les progrès. Alors, pour être encore un petit peu plus précise dans cette grande réforme du pacte pour un enseignement d'excellence, le système éducatif s'est fixé un certain nombre d'objectifs d'amélioration du système éducatif. Il y en a plusieurs. Certains de ces objectifs concernent justement l'augmentation du niveau d'apprentissage des élèves, la réduction d'élèves qui ont des compétences très élémentaires ou encore la diminution des inégalités sociales. Et les évaluations internationales servent, en quelque sorte, je ne vais pas donner de détails chiffrés, mais à fixer des objectifs à atteindre, objectifs qui sont chiffrés. Donc, par exemple, un des objectifs va dire il faudrait que nous n'ayons plus que 10% des élèves dans l'enquête PISA considérés comme ayant des compétences en lecture, en maths ou en sciences jugées élémentaires. Et donc, les objectifs sont déclinés comme ça, on appelle ça du benchmarking. Il y a un objectif chiffré à atteindre à une date donnée, donc ça fixe l'objectif à atteindre et puis on évaluera à ce moment-là, est-ce que l'objectif est atteint, est-ce qu'il faut revoir l'objectif. Et voilà, les 3 grandes enquêtes internationales d'évaluation des acquis des élèves sont vraiment articulées au pacte pour un enseignement d'excellence et à ses objectifs d'amélioration. Pour être encore un peu plus concrète, puisque toutes ces enquêtes ont un caractère cyclique, donc elles reviennent avec des cycles qui sont plus ou moins longs selon les enquêtes, mais de manière récurrente. Pour prendre l'exemple de l'enquête TIMSS qui va porter sur les mathématiques et les sciences, et la première évaluation aura lieu en 2024, donc en 4e année primaire. Somme toute, on aura un état des lieux du niveau d'acquis des élèves en mathématiques et en sciences avant que le nouveau tronc commun arrive en 4e année primaire. Et puis, lors du prochain cycle de TIMSS, qui aura lieu, si je ne me trompe, en 2028, ce sont des cycles de 4 ans, et le suivant en 2032, on utilisera à nouveau le test TIMSS pour voir si les choses évoluent, que ce soit en termes de performance ou de réduction des inégalités entre élèves. Donc c'est vraiment un thermomètre qui permet de voir, de suivre pas à pas la mise en place des réformes, parce qu'il y en a plusieurs qui constituent le pacte pour un enseignement d'excellence, et essentiellement la mise en œuvre du tronc commun couplé au nouveau référentiel, et les éléments plus liés à la gouvernance, comme les plans de pilotage pour l'amélioration du système éducatif. Bon, voilà, s'il s'avérait que ces plans de pilotage pour l'amélioration du système éducatif, ça ne se traduit pas vraiment par des améliorations dans les enquêtes internationales. Les politiques, les experts, les chercheurs devraient se pencher sur la question du pourquoi et de la pertinence de maintenir ce dispositif qui est quand même très, très important si, d'aventure, il ne produisait pas les effets escomptés. Justement, tu nous parles des politiques qui sont à la fois très, très soucieuses de ces résultats, de ce qu'ils peuvent communiquer sur le système éducatif, et tu nous parles des chercheurs. Comment pourrais-tu qualifier la relation, le lien qui unit les politiques et les chercheurs, et comment ceux-ci, les chercheurs, accompagnent l'implémentation de ces réformes au sein du système éducatif? Oui. Alors, les chercheurs jouent plusieurs rôles à ce niveau-là. Donc, ils ont aidé dans les étapes préalables avant
la définition des chantiers du pacte pour un enseignement d'excellence, à dresser d'abord un état des lieux, à avoir une réflexion sur quel savoir, quelles compétences paraissaient importantes pour le 21e siècle. C'est essentiellement Marc Demeuse, Marc Romainville qui ont joué sur ces deux dossiers. Sinon, les chercheurs en sciences de l'éducation et pas que, il y a aussi eu des experts d'autres disciplines, soit dirigeaient les chantiers de réflexion, soit étaient fortement impliqués, en tout cas dans les premières étapes de mise en œuvre du pacte. Et puis on les retrouve un peu à tous les échelons. On les retrouve dans les groupes qui élaborent les nouveaux référentiels, on les retrouve dans les consortiums d'outils, dans les recherches sur la différenciation. Donc, quelque part, on peut quand même dire que la mise en œuvre du pacte, ça a aussi été accompagné par une augmentation, d'une certaine façon, des projets de recherche et des ressources qui sont mises à la disposition du pacte. Alors, si je réfléchis un peu à cette réforme et à la manière dont ça peut se passer dans d'autres pays, alors c'est en partie lié sans doute à la taille réduite de notre système éducatif. Tout le monde connaît quand même un peu tout le monde, mais en tout cas pour ce qui est des chercheurs en sciences de l'éducation, moi en tant que chercheur en sciences d'éducation, je m'estime quand même écoutée, je veux dire en particulier autour des résultats de l'enquête PISA. En 2000, quand j'ai commencé, c'était Pierre Azette, libéral, qui était ministre de l'enseignement secondaire. Et puis, différents ministres de l'éducation se sont succédés, de différents partis politiques, et tous sont à l'écoute. Je n'en ai pas rencontré un qui n'écoutait pas. Après, la différence entre l'expert et le politique, c'est le passage entre les constats, l'interprétation, où on peut guider, éclairer, mettre à disposition ses connaissances. Après, la phase des recommandations ou de l'action politique, là, c'est le politique qui, évidemment, prend le relais. Et je me souviens d'une discussion intéressante que j'avais eue avec Pierre Azette à l'époque, où il disait: je vous entends bien, Madame Lafontaine, on voit bien que dans les pays qui ont un tronc commun, les inégalités sociales sont plus importantes. Mais moi, ma conviction intime, c'est d'abord qu'à 12 ans, un enfant qui a l'intelligence de la main doit pouvoir aller dans le professionnel. Et vous comprenez bien qu'en tant que membre du Parti libéral, la réduction des inégalités n'est pas ma priorité. C'est davantage l'efficacité ou les performances. Et ça montrait bien où s'arrête la frontière. C'était très transparent, je trouve. Donc, le moment de la décision ou des recommandations, c'est les politiques, c'est le débat démocratique, chez nous, qui se joue toujours entre plusieurs partis, qui se passe. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour ces réponses tout à fait pertinentes et éclairantes. À bientôt à tous pour le prochain café de l'INAS.